Je vous présente maintenant le professeur Heike Jung de l'Université de la Sarre, département des sciences juridiques, qui va parler sur les formes et modèles du procès pénal, sauvegarde contre la manipulation. Monsieur le professeur, merci. Laissez-moi tout d'abord remercier M. Bertos et ses collègues d'avoir inclus un juriste dans ce programme et d'avoir pensé à moi. Monsieur Bertos a déjà, à l'ouverture de notre colloque, fait allusion au fait que je poursuivrai une piste quelque peu différente des autres, parce que je vais parler d'un système où il faut trancher entre différents points de vue. Monsieur Ossola et Madame Andrikov ont tous les deux, de manière différente, me rassuré parce que l'un a mis l'accent sur l'aspect décisionnel et Madame Andrikov vient de réintroduire le terme de la manipulation. Intentionnel ou non, l'usage ambivalent du terme manipulation est une preuve convaincante de la pluralité interprétative. De surcroît, je suis d'avis que mon projet est la prolongation logique de la conception pluraliste qui est à la base de notre colloque. Il se situe dans un contexte juridique où il faut garantir le libre-échange de points de vue et une décision qui, en fin de compte, n'est pas manipulée. Mais quel est donc le sens du terme manipulation pour moi? J'ai consulté le petit Robert. Le petit Robert définit manipuler de la manière suivante: exercer une domination, entre parenthèses, politique. La manipulation consiste, selon la même source, d'une emprise occulte exercée sur un groupe. Le fait que je consulte un dictionnaire courant signifie qu'il ne s'agit pas d'un terme juridique. Néanmoins, la notion de la manipulation est d'une façon négative à la base de tout concept du droit, parce que celui-ci est défini, pour moi, par le manque de toute manipulation. Le juste, c'est avant tout l'égalité, l'impartialité, l'équité. Évidemment, une discussion sur la manipulation exige donc une discussion sur le concept du droit et de la justice même. Confronté avec un sujet tellement vaste, je vais me concentrer sur l'aspect procédural du terme justice selon la devise ubi ius ibi remedium, qui exprime la coexistence entre le droit et le procès. Je vais donc évaluer les modèles et concepts du procès sous l'angle de leur potentiel protecteur à l'encontre de la manipulation. Force est de constater quand même que le discours sur la manipulation est un discours général. C'est un discours sur la liberté personnelle, sur l'autonomie, sur le pouvoir et sur l'instrumentalisation. Nous connaissons tous les champs préférés de ce discours, les médias, la politique, le marketing. Le rôle particulier que le droit joue dans ce discours s'explique par le fait que le droit, c'est avant tout le combat pour la vérité, suivant des règles prescrites pour éviter toute dominance, outre celle qui est incarnée dans le droit même. Néanmoins, la perception des juristes comme principaux acteurs dans ce domaine est ambivalente. Membres d'un système dont l'architecture est dédiée à éviter la manipulation, ils sont eux-mêmes parfois soupçonnés d'être de grands manipulateurs. Cela touche du doigt le fossé entre les administrateurs du droit et ceux qui sont administrés et met en relief des prérogatives de toute aristocratie professionnelle. Cela nous rappelle aussi que le droit, le litige, c'est toujours un combat communicatif. Déjà, Montaigne,
dans son propos sceptique sur les juristes, qui, chez lui, figure parmi les passages sur l'expérience, étant juriste lui-même, a critiqué l'obscurité du langage juridique. Je cite, « Pourquoi est-ce que notre langage commun, si aisé à tout autre usage, devient obscur et non intelligible en contrat et testament, et celui qui s'exprime si clairement, quoi qu'il dise et écrive, ne trouve en cela aucune manière de se déclarer qui ne tombe en doute et contradiction. Je ne sais qu'en dire, mais il se sent par expérience que tant d'interprétations dissipent la vérité et la rompent. Jamais deux hommes ne jugeraient pareillement de même chose, et il est impossible de voir deux opinions semblables exactement, non seulement en divers hommes, mais en même homme à diverses heures. Ordinairement, je trouve à douter en ce que le commentaire n'ait daigné toucher. Je bronche plus volontiers en pays plat, comme certains chevaux que je connais qui chopent plus souvent en chemin uni. Or, cette critique acerbe de la diversité des opinions parmi les juristes retombe sur notre philosophe même. Montaigne, tout en critiquant le marché d'interprétation, concède qu'il détecte un problème d'interprétation où la lecture de la norme semble avoir été claire pour tout le monde. Nous devons vivre avec le constat que toute norme juridique, malgré une apparence de clarté, incarne un conflit d'interprétation, et je souligne toute norme. Manipulation, je reviens à mon sujet, n'a rien à voir avec cet échange inévitable d'interprétation et de distinction, tâche classique des juristes, sauf qu'un manque de clarté se prête à être instrumentalisé. Manipuler, c'est fausser le déroulement du procès, c'est forcer son résultat par une domination inappropriée, c'est abuser de son pouvoir et de ses privilèges. C'est donc tout le contraire de la fairness comme règle primordiale de toute procédure. Il est toujours très intéressant que nous revenons dans le contexte du procès à des termes qui proviennent de ce que l'on peut appeler en anglais la sporting theory of justice. Pénaliste que je suis, je vais avant tout parler du procès pénal. Or, ce monde est divisé entre le modèle adversatoire provenant du common law et le modèle néo-inquisitoire ancré dans la tradition de l'Europe continentale. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas entrer dans encore un exercice de distinction et d'évaluation comparative de ces deux modèles. En réalité, il ne s'agit plus de modèles. Aussi, notre sujet confirme qu'il y a des convergences qui dépassent les antagonismes des modèles. Partisan convaincu du compromis, je prends mes distances vis-à-vis d'un antagonisme trop poussé. Il nous mène dans un monde de métacatégories qui transgresse le sectarisme procédural en faveur d'une approche plus théorique de la procédure, de toute procédure. Cela ne veut pas dire que toute variation soit nivellée. Le point de vue théorique réduit l'écart et relativise la portée de telle ou telle modulation de la mélodie de base. Mais quelle est cette mélodie de base du procès pénal? C'est la recherche de la vérité qui est au cœur du procès. Le procès tire toute sa légitimité de ce but. Mais cette recherche de la vérité, nécessaire qu'elle soit, n'est pas un but en elle-même. Elle est la clé pour rétablir la paix sociale. La médiatisation du conflit suit un programme fixe. La suspicion doit être éclairée. Les faits doivent être établis avant que l'on puisse réagir. Le désir de la vérité implique aussi l'exercice du doute incarné dans la présomption d'innocence. Dans cette perspective, nous retrouvons un arrangement complexe d'acteurs, de directives et de contraintes qui gouvernent le processus de la recherche de la vérité. L'itinéraire du bon jugement n'est pas évident. On n'y arrive pas par court-circuit. Certes, la responsabilité pèse avant tout sur le juge. Mais, comme Mme Mireille Delmas-Marty a déjà remarqué,
La recherche de la vérité, je cite, ne place pas pour autant le juge dans la posture du savant isolé, seul ou en équipe, dans son laboratoire. Elle évoque le contexte, le milieu social, les croyances dominantes d'une société. Ajoutons avant tout les parties et les collaborateurs dans le procès concret, à savoir l'accusé, l'avocat, le procureur, la victime, les témoins, qui contribuent tous à cette recherche de la vérité avec leurs histoires et qui en font un exercice de persuasion. L'idée d'un concours d'histoire, un joli terme anglais, trial narratives, fait allusion non seulement au concept rivalisant de la recherche de la vérité, c'est-à-dire la théorie du consensus et la théorie de la correspondance. Elle nous balise aussi un nouveau chemin qui introduit la notion d'une rationalité communicative, inspirée plutôt par le concept de la cohérence dans le processus de la recherche de la vérité. Enfin, elle dirige notre attention aux liens sous-jacents entre argumentation et persuasion, voire même au glissement entre argumentation, persuasion et manipulation. Le terme sauvegarde est neutre et ouvre des pistes différentes. Il y a, pour reprendre la terminologie bourdieusienne, un aspect acteur et un aspect structure, ou bien les sauvegardes peuvent être institutionnelles et personnelles. Le terme manipulation invite aussi à une sous-déclinaison selon l'auteur de celle-ci. D'une certaine façon, il s'agit d'un exercice préventif socio-psychologique dédié à établir la confiance dans l'intégrité de la procédure qui repose quand même sur notre expérience réelle historique. Cette expérience historique nous dirige en particulier vers la justice pénale comme exercice de pouvoir. Cette perspective est à la base de la naissance du concept des droits de l'homme, concept que l'on peut concevoir comme une boîte à outils pour lutter contre l'abus du pouvoir et la manipulation. Le procès, nous le savons, n'est pas une opération tout à fait rationnelle. C'est la reproduction d'un conflit, c'est la douleur. Ce n'est pas une affaire bureaucratique, mais une mise en scène accompagnée de l'émotion de la part de la victime, de l'accusé, mais aussi des acteurs professionnels. Cette émotion se superpose sur la technocratie procédurale. Une justice avec une face humaine doit reposer sur une éducation sentimentale. Mais en se livrant aux sentiments, on risque de développer une attitude qui peut favoriser des actes de manipulation. La voie médiane entre le détachement professionnel et l'empathie n'est pas toujours facile à trouver. Le terme « emotional labor » incarne toute une nouvelle discussion qui s'imprègne aussi sur notre sujet parce qu'elle touche au cadre atmosphérique du procès. Le point de mire du procès est certes la décision. Néanmoins, le cordon sanitaire contre la manipulation ne vise pas le résultat, mais plutôt la procédure. Par ailleurs, le résultat n'est pas sacro-saint. Le système d'appel garantit un contrôle postérieur. Dans beaucoup de systèmes, la violation des règles n'est sanctionnée que ex post et que sur demande d'une des parties. La justice, dans le sens strict du terme, n'est donc pas un système autorégulateur. Maintenant, le cadre institutionnel. Normalement, la construction des institutions reflète leur but. La justice ne fait pas exception. Étant donné que le juge est la figure clé du système et de la justice, son statut attire notre intérêt. Parler du juge, c'est tout d'abord parler de son indépendance. Le juge n'est soumis à personne sauf à la loi. On ne peut donc pas donner des instructions ou ordres au juge. La décision dépend totalement
de lui-même. Il ne peut pas être limogé parce que ses décisions ne plaisent pas à une des parties. L'indépendance est en corrélation avec le fait qu'un juge ne peut pas dénier de prendre une décision. Elle garantit donc que le juge ne peut pas être pressé de livrer une décision favorable à une des parties. Même si la garde de souffleur ne meurt jamais, le juge indépendant décide dans une position assez stable. D'une certaine façon, c'est un attribut général du juge qui donne de la crédibilité à la justice. Cette crédibilité dépend aussi d'une qualité essentielle de l'office du juge, à savoir son impartialité. La justice repose sur le concept d'un tiers indépendant. Nous avons tous renoncé à prendre nos litiges dans nos propres mains et établi un système médiatisé de justice. En revanche, nous attendons à un vrai tiers qui n'attache pas un intérêt personnel à l'affaire. Aussi, il ne peut pas imposer ses propres préjugés. Dans ce contexte, le tabula rasa, concept déjà évoqué, joue son rôle, même s'il est à juste titre cité plus fréquemment dans le système des preuves. L'indépendance du juge doit être encadrée. Il faut des contrepoids afin que le juge ne joue pas le rôle d'un soliste arbitraire et incontrôlable. Cela importe en particulier dans le domaine de la justice pénale. Le procès inquisitoire classique connaissait une confusion totale des rôles de l'accusateur, du juge et du défenseur. Le procès pénal réformé suit un modèle accusatoire, c'est-à-dire la fonction du juge et la fonction de l'accusateur sont séparées. L'institution du juge d'instruction, toujours considérée comme la vitrine du procès pénal français, reproduit ce dilemme de la confusion des rôles à un niveau plus élevé. La division du pouvoir comme mécanisme de contrôle a aussi un aspect interne. Cet aspect interne, c'est la collégialité. Je ne peux pas entrer dans les détails. Je peux seulement vous dire que, quant à moi, j'ai beaucoup profité, lorsque j'étais juge, de cet échange de points de vue et je ne suis pas d'avis que la collégialité est un concept qui relativise la responsabilité individuelle du juge. Cela dit, je ne suis pas en revanche d'avis que la collégialité résout tous les problèmes de la justice. Le principe d'égalité des armes, toujours un langage, si vous voulez, cette fois peut-être médiéval peut-être. Le principe d'égalité des armes englobe toute une série de garanties qui, dans leur ensemble, visent à mettre en place une justice participative. Pourquoi participative ? La participation est le contraire de la domination. La participation permet de faire valoir des perspectives différentes. La participation conditionne l'acceptation du jugement. Le principe peut être retracé jusqu'au digeste de Justinien. Du moins, on en a extrapolé le principe audiatur et altera pars. La formule moderne d'égalité des armes provient de l'ambiance du procès anglo-américain avec son Sporting Theory of Justice. Elle a été élaborée par la Cour européenne de Strasbourg. Expression du procès équitable, la formule sert comme point de référence, sinon comme base juridique pour toute une série de droits qui peuvent être ordonnés selon les mots-clés. Contradiction, confrontation, défense efficace, initiative d'investigation. Les technicalités du droit positif ne nous intéressent pas ici. Dans notre contexte, il importe de noter que le procès est construit de façon que toutes les parties peuvent exercer une influence décisive sur son déroulement. Or, cette influence varie selon les différents stades de la procédure. En ce qui concerne le procès pénal, la position de l'accusé est toujours déficitaire pendant la phase de la mise en état. En particulier, l'institut et la pratique de la garde à vue méritent un examen scrupuleux d'un point de vue de la manipulation des mises en examen.
Les dernières réformes suite à l'affaire Doutreau ont amélioré la situation en France un petit peu. On a introduit une documentation audiovisuelle, mais l'avocat peut, à mon avis, toujours intervenir que très tardivement. Ici, on touche du doigt un fameux antagonisme entre due process et Crown control. Le régime de la preuve. Ce régime doit satisfaire à des exigences différentes. On est tenté d'une part, réclamer une réglementation stricte de l'appréciation de la preuve pour éviter toute manipulation de la part des juges. Mais nous avons compris la leçon historique qui a culminé dans les cruautés de la torture pour garantir un résultat. Il faut donc faire confiance aux juges et à leur appréciation rationnelle des faits. Ça ne veut pas dire que nous pouvons laisser tout à leur discrétion. Il faut quand même régulariser le processus. Le principe est clair. Il ne faut pas rechercher la vérité à tout prix. Toute forme de torture, des méthodes trop invasives dans la vie privée et tout acte manipulateur qui cherche à piéger l'accusé sont interdits. De surcroît, la qualité de la preuve exige d'utiliser le best evidence. L'exemple type est l'interdiction de la hearsay evidence dans le droit anglo-saxon. La rigidité de cette règle fait partie de tout un éventail de règles qui cheminent le parcours de l'appréciation de la preuve par une jury. Le droit de la preuve est construit dans le but d'éviter un character trial, un risque qui reste quand même présent. Dans un système de tribunaux mixtes, les règles concernant la best evidence sont un peu plus souples, peut-être parce qu'on n'a plus de confiance dans les juges professionnels. D'une manière générale, la qualité de l'appréciation de la preuve est donc garantie, poursuivie par le biais d'un contrôle du processus. Dans un jury trial de provenance anglo-américain, il s'agit d'un contrôle antérieur par le juge. Dans les modèles néo-inquisitoires, le contrôle se fait ex post. J'avais déjà l'occasion d'entrer dans un échange avec les juristes anglo-américains quant à cette question. Et ils ont toujours dit, alors le juge continental décide arbitrairement, et j'ai toujours retorqué que la seule institution qui peut décider arbitrairement, c'est le jury américain. Normalement, la transparence est notre recours contre la manipulation, notre recours essentiel. Dans le contexte de l'appréciation de la preuve, la situation est un peu ambivalente. D'une part, la délibération se déroule à huis clos. Même si le terme est quelque peu démodé, on parle toujours de la conviction intime du juge. En revanche, le juge doit motiver sa décision, une obligation inhérente du pouvoir de juger. Cette obligation se réfère aussi à l'appréciation de la preuve. L'objection contre le potentiel donc de contrôle par le biais du pourvoi repose sur la distinction entre les motifs déclarés dans le jugement et les motifs réels ou vrais, les vrais motifs. Néanmoins, la discussion juridique ne dispose pas d'autre moyen que cette, rational reconstruction des motifs déclarés. On peut, certes, ou par le biais des études empiriques, essayer d'arriver à une perspective plus réelle de ce que le juge a cru avant de prendre la décision, mais je crois que là, il y a des limites parce qu'on ne peut probablement jamais atteindre, même pas avec les méthodes psychologiques, son forum interne. Le public et la publicité. Selon une formule du criminologue norvégien Mathisen, les juges sont des anxiety barometers, c'est-à-dire ils sont susceptibles de réagir aux sentiments du public. Certes, les juges ne vont normalement pas y succomber, mais peuvent-ils se dissocier totalement d'un climat prévalent ?
Nous ne pouvons pas ici engager dans un débat criminologique et socio-psychologique sur le rôle de l'opinion publique en matière de criminalité. L'expérience historique montre que dans le cas de la petite délinquance, le public en général est beaucoup plus tolérant que les juges, parce que les juges apparemment ont tendance à protéger les institutions. Dans les choses, dans la grande criminalité, c'est plutôt la professionnalité qui gagne le jour. Notre problème, le procès d'Outreau a montré l'interaction entre les préjugés du public et la justice même. C'est comment garantir que l'émotion n'envahisse pas le prétoire. Nous devons toujours et à toute époque faire des efforts et des échecs ne doivent pas nous démotiver. Le même public, la même presse, qui peuvent jouer au détriment d'un processus rationnel de la recherche de la vérité, sont à la fois leurs garants. Tout dépend de la perspective. La justice elle-même doit chercher la publicité de ces débats. Le secret peut favoriser la manipulation de la part des instances. Justice must be seen to be done. Et dans ce contexte, on peut se soucier du fait que, par exemple, en Allemagne, seulement dans 20% des cas a lieu une audience publique. Et on peut aussi se soucier un peu de ce que l'on a introduit partout dans le monde du système du plaider coupable, de la justice négociée. Du moins, il faut garantir que ce ne soit pas une justice grise, voire même cachée. J'arrive à ma conclusion. Nous venons d'esquisser le plan d'une forteresse contre la manipulation avec un fossé et des murs solides. Les stratégies préventives reposent sur une conception nette et claire. Nous envisageons l'impartialité, l'égalité, l'équité du procès. Nous connaissons une longue histoire de tentatives de créer un espace neutre, une ambiance pour un échange quelque peu formalisé, pour que la justice par un tiers soit faite. Les modèles se sont succédés suivant le développement des sociétés. Les aspirations normatives concernant la justice ont toujours été à la base de toute cohésion sociale. Mais cela ne veut pas dire que la manipulation est hors du jeu. Le processus, c'est une entreprise communicative, or la communication ne fonctionne pas comme un calcul rationnel. Dans son plan de législation criminelle, Marat a fait une note révélatrice dans le contexte de l'instruction du procès. Selon lui, l'accusateur sera tenu de donner les preuves du crime imputé, se bornant uniquement aux faits. Il ajoute dans sa note « L'éloquence est une belle chose, mais elle doit être bannée du tribunal de justice. En inspirant aux juges la haine, la pitié, la clémence, en flattant leur vanité, leur orgueil, en remuant au fond de leur cœur les plus secrètes passions, combien de fois n'a-t-elle pas corrompu leur jugement et armé leurs bras contre l'innocent en faveur du coupable ?» Les exemples montrent que Marat ne vise pas l'éloquence en soi, mais plutôt les argumentations de caractère émotionnel qui touchent des cordes sous-jacentes. Souvenons-nous que L'étranger de Camus a été condamné parce qu'il n'a pas pleuré à l'occasion de l'enterrement de sa mère. C'est un reflet du danger réel de tout procès de jury d'apporter des preuves du caractère, peut-être un danger de tout procès. Il n'est pas par hasard que le procès a toujours été comparé avec la mise en scène d'une pièce de théâtre. Le processus est ritualisé et dominé par les professionnels qui, dans les plus pires des cas, jouent leur jeu professionnel indépendamment du staffage, à savoir l'équipe changeante d'accusés et de victimes. Revenant à L'étranger de Camus, son avocat est applaudi pour son plaidoyer, tandis que notre accusé reste, pour reprendre une terminologie du football, hors jeu. Ici, nous touchons du doigt à un problème fondamental de toute professionnalisation.
D'une part, nous voulons des juristes capables, des avocats qui nous aident à présenter nos argumentations d'une manière efficace, qui savent convaincre, des juges qui déploient une maîtrise en droit, mais aussi en communication. Nous admirons les bons plaidoyers comme une performance artistique. De l'autre, nous ne voulons pas que la justice soit un triomphe et un produit de la rhétorique. Pour le public en général, manipulation et perte de crédibilité sont des termes presque interchangeables. Certes, les justiciables aiment tous leur propre profit, mais d'un point de vue socio-psychologique, tout le monde ressentit les écarts disproportionnés qui mettent en doute l'égalité, je termine dans 30 secondes, l'égalité et l'accès égal à la justice. L'orientation dans ce flou du droit, pour adapter un terme de Mireille Delmas-Marty, requiert avant tout deux choses, la transparence et une philosophie compensatrice, voire émancipatrice de la justice, qui ne se laisse pas instrumentaliser par les pouvoirs et les puissants, mais qui exerce son rôle protecteur du droit et des droits des individus. Je vous remercie.